Si l'épisode précédent et son bonus avaient encore les pieds en 2021, ce numéro 335 est d'une cuvée 100% 2022. Meilleurs vœux à toutes et à tous. On commence l'année avec David et Xavier qui ont flashé sur quelques infotech que nous avons compilées comme à notre habitude dans une revue de presse hebdomadaire. C'est ainsi qu'il sera question de la fin du BlackBerry OS et des appareils photoréflexes de chez Canon. Les rumeurs vont bon train au sujet des casques VR Oculus Quest 3 et Oculus Quest Pro. On fera le point dans ce numéro. TikTok s'est associé à une start-up pour diffuser ses contenus là où on ne les attend pas, c'est-à-dire partout. D'après l'ex-directeur de la division des sciences planétaires de la NASA, il serait possible de terraformer Mars, mais qu'est-ce qu'on attend alors ? Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno. Merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour messieurs, bonjour Xavier, meilleurs vœux. Bonne année. Meilleurs vœux également David qui avait terminé l'année 2020 et qui commence l'année 2022. Bonne année. Oui. 2021. Oui, qui avait terminé 2021 et qui commence 2022, c'est ce que j'ai dit. Je m'ai hésité maintenant avec les chiffres, parce que j'ai vu des gens se souhaiter une bonne année 2020, je ne sais pas pourquoi, un petit peu particulier. Ça j'en ai vu passer quelques-uns, comme quoi ils se remontaient le temps, donc ils avaient peut-être envie de revivre le confinement, ou je sais pas, enfin bref. Moi j'ai souhaité une bonne année 2012, moi par contre. Ah, voilà, c'est encore plus joli, c'est ça, c'est l'insouciance. À cette époque-là, nous étions tous un petit peu insouciants, il faut bien le reconnaître. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous rajouter aussi ? Remercier ceux qui nous ont laissé quelques messages, ça et là. On va en nommer 5, parce que sinon la liste serait trop longue. On va parler de Natacha, de Patspat, de Gumdrop, c'est pas la même chose, Gumdrop des Landes, Louis Mailly, ainsi que Nassim Belouetard. Merci à vous de nous avoir laissé des commentaires, on est toujours heureux de vous lire, et bien souvent on réagit. S'il y a lieu de réagir, c'est pas lieu de réagir, on met des pouces, on met des cœurs, comme vous d'ailleurs, dans les applications de podcast ou sur YouTube, puisque ce podcast est également disponible en vidéo. J'ai du mal, c'est l'année qui commence. Continuez à choisir des pseudos difficiles, hein, comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. S'en mêle les pinceaux. Merci beaucoup, c'est ma petite épreuve à moi chaque semaine. Si vous voulez bien, on va entamer tout de suite notre abécédaire. Avec la lettre B comme BlackBerry, je vous le disais en introduction, oui, BlackBerry, c'est fini, enfin, BlackBerry, pas tout à fait, il faut quand même expliquer ça un petit peu dans le détail, Xavier. Alors, BlackBerry, est-ce que vous vous souvenez de ces appareils qui étaient des appareils qui étaient une évolution des GSM, qui étaient un petit peu une évolution des iPack, de compact, etc. Donc c'était une espèce de PDA, mais pas tout à fait. En fait, c'était des appareils qui étaient utilisés principalement en entreprise, hein, donc c'est surtout les professionnels qui utilisaient ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'était réputé pour la sécurité de la messagerie en entreprise. Donc c'était utilisé dans tous les milieux bancaires et dans les entreprises qui avaient des messageries avec des messages qui étaient un peu importants, etc. Et puis, il faut avouer, ils ont inventé aussi un système de gestion centralisée que j'ai moi-même géré d'ailleurs dans une entreprise, qui était assez bien foutu parce que ça permettait de gérer vraiment un parc d'appareils de manière centralisée, comme on peut le faire maintenant aussi avec des smartphones, mais c'était un petit peu précurseur à ce niveau-là, et ça permettait d'effacer à distance, par exemple, tout le contenu d'un appareil, ce qui est utile si l'appareil est volé ou si on se sépare d'un employé ou ce genre de choses. Mais depuis le 4 janvier, tous ces appareils qui utilisent le BlackBerry OS, donc le système d'exploitation BlackBerry jusqu'à la version 7.1 et même le BlackBerry 10 et le système d'exploitation pour les tablettes Playbook cesseront de fonctionner. Ça veut dire que les propriétaires qui auraient encore des appareils BlackBerry, c'est assez vieux, hein, on parlait des années 2000, donc n'auront plus d'SMS, ils n'auront plus la possibilité de passer ou de recevoir des appels, il n'y aura plus de transfert de données, il en sera de même pour les applications BlackBerry, donc Messenger, Link, World, et la marque suggère de migrer vers un nouveau smartphone
bien entendu un smartphone BlackBerry qui lui va fonctionner sous Android. Et la société explique qu'elle se concentre maintenant sur la fourniture de logiciels et de services de sécurité aux entreprises et au gouvernement, ce qui était déjà un petit peu sa niche principale. Elle avait déjà arrêté de produire des téléphones en 2016, et donc c'est pas la mort de BlackBerry, mais c'est plutôt la mort des appareils BlackBerry qu'on a connus et qui ont fait un petit peu l'âge d'or de cette entreprise qui est RIM. Hein. Oui, le BlackBerry. On disait, son BlackBerry, mon BlackBerry. C'est rigolo parce que, juste pour l'anecdote, je visionnais le premier épisode de Mr. Robot. Souvent, tous les geeks ont vu cette série, je pense. Et le tout premier épisode, le héros de l'histoire juge le directeur technique de la grosse entreprise Evil Corp sur le fait que le type est complètement has-been parce qu'il a un BlackBerry. et le lendemain, on apprend dans la presse que c'est mort et que ces appareils-là, ceux avec le clavier physique, rappelez. Oui, c'était vraiment une des forces de l'appareil. Ouais, ils avaient des appareils avec un clavier complet qui était justement apprécié par rapport au téléphone où on pouvait taper ses SMS avec 10 chiffres là. Et ils ont aussi eu toute une série de gammes avec un trackball. Oui, c'est vrai. Tu te souviens, ça, il y a des appareils qui avaient une trackball. Bitonio, oui. Oui, mais c'est ça, voilà. Mais c'était des appareils robustes en plus dans la gamme. Ceci dit, le BlackBerry 10, si je me rappelle bien, qui ressemble un peu, qui est au format des smartphones d'aujourd'hui, en gros, si ma mémoire est bonne, était lui aussi de conception assez robuste. Et puis RIM, la société mère, tu as bien fait de la citer également. Ouais, était surtout spécialisée en cryptographie, si je dis pas de bêtises, et faisait effectivement de la messagerie du BlackBerry, une des plus sécures. C'est d'ailleurs, je pense qu'Obama était un des premiers présidents américains à avoir un smartphone, et c'était un BlackBerry, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que dans le milieu bancaire, c'était très utilisé aussi. Est-ce que David a des souvenirs du BlackBerry ? Oui, bien sûr. Moi, quand je suis venu ici vivre en Asie, donc il y a 12 ans, un peu plus de 12 ans maintenant, quand je suis arrivé ici, c'était assez impressionnant de voir le nombre de jeunes universitaires qui arrivaient sur le marché du travail. Donc pas des gens qui travaillaient depuis 10 ou 20 ans, vraiment des jeunes, fraîchement sortis d'université, qui avaient tous leur Bibi, comme ils disaient, BlackBerry. Et ils étaient en train de taper à une vitesse pas possible en message chat. C'était à la limite pire que ce qu'on voit aujourd'hui, Messenger sur les smartphones ou toutes les autres messageries. C'était vraiment une drogue, et c'était pas uniquement en entreprise, c'était également utilisé pour les jeunes, chatter entre eux et garder des contacts. Il y a eu une hype. Oui, aussi, il y avait ça. Et puis, il y avait une hype BlackBerry aussi à un moment donné, à partir du moment où les grands du monde avaient leur BlackBerry, et des artistes et des politiques, etc. Beaucoup de chefs d'entreprise se sont jetés dessus, et donc forcément, le reste a suivi, assez logiquement. Et moi, je me rappelle que sur la fin, alors que l'iPhone était déjà sorti, moi, je voyais des assistantes de direction qui étaient toutes fières d'avoir reçu le BlackBerry de leur patron. Donc, désolé, c'est manqué. C'est juste trop tard. Et voilà. Oui. C'était une hype, en effet, qui était, je trouve, comparable à ce qu'on a vu avec les iPhones après. Oui, c'est ça. En tout cas, ici, c'est ce que j'ai vu. Enfin, ici, c'est par le biais de l'OS, BlackBerry OS, que ces appareils vont mourir de leur belle mort. Ils étaient clairement dépassés. Ceci étant dit, il y a encore des gens qui sont demandeurs, mais c'est une minorité, et donc leur demande sera, à mon avis, fort peu contentée, qui sont demandeurs de claviers physiques sur des appareils de ce format-là. Voilà, peut-être qu'un jour, la mode reviendra, ce genre de format, qui sait. Ah, encore une fin. Cette année commence bien. La lettre C comme Canon, et c'est toujours Xavier. Xavier est devenu cette année le spécialiste des fins. Ouais, je suis positif. C'est ça. Canon qui abandonne le réflexe. Alors, c'est pas tout à fait vrai non plus. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est un sujet. Alors, on n'a malheureusement pas Benoît pour en parler avec nous. Il en parlerait bien mieux que moi, même si j'aime beaucoup la photographie. Mais Canon
Canon a annoncé que l'EOS 1D Mark III, donc c'est un peu les téléphones haut de gamme de Canon. Non, les appareils photo. Oui, appareils photo, pardon. Appareils photo, tout à fait. Les appareils photo qui ont été lancés en janvier 2020 seraient le dernier appareil de type réflexe de la gamme EOS. Donc l'EOS 1D sera le dernier réflexe dans la gamme EOS. Alors pour rappel, les appareils photoréflexes, ce sont des appareils photonumériques avec un système de miroir. Ça veut dire qu'on regarde le sujet via le miroir et pas en direct dans un petit écran ou un petit viseur. Et donc l'appareil photo réflexe, il possède aussi la possibilité de changer ses objectifs, comme on peut le faire aussi avec des appareils hybrides maintenant. Mais Canon a donc annoncé qu'ils allaient arrêter de produire les réflexes parce que les modèles hybrides et mirrorless séduisent de plus en plus. Le prix est souvent moins élevé et la vente de réflexes ne justifie plus d'un point de vue rentabilité les investissements qui sont faits en recherche et développement. Alors on dit que c'est la fin du réflexe pour cette gamme-là, mais ils vont continuer à produire, comme tu l'as brièvement mentionné, des modèles réflexes pour des gammes qui sont plus abordables, donc dans les produits un peu moins coûteux et qui nécessitent un peu moins de R&D, mais petit à petit ils vont quand même abandonner ça et se concentrer sur le mirrorless, donc les hybrides ou bien des appareils où on ne sait même pas changer l'objectif. Oui, enfin, il y a différentes gammes, comme chez tout fabricant d'appareils photo, que ce soit Nikon ou Panasonic ou Canon. On le sentait le vent tourner parce que les objectifs maintenant, en tout cas les optiques de viseurs sont tellement au point aujourd'hui que le jeu de miroir qui a fait la réputation du réflexe du temps de l'argentique déjà, ça se justifie quand même beaucoup moins, et c'est au profit aussi, oui, effectivement, d'un prix plus intéressant peut-être, même si il y a des appareils hybrides très coûteux et très pointus. Malgré tout, cette mécanique, ce jeu de miroir, etc., a vécu manifestement. Il y a aussi l'avènement de la vidéo qui a fait beaucoup aussi. Ces appareils aujourd'hui filment les hybrides, les réflexes aussi, soyons clairs. Mais du coup le miroir là, il ne se justifie absolument pas. On n'en a pas besoin. Donc c'est un des éléments que j'aurais aimé pouvoir demander à Benoît, qui s'y connaît un petit peu mieux que moi là-dedans, même beaucoup mieux que moi. En fait, aujourd'hui, on entend encore des professionnels qui ne jurent que par les réflexes, mais à mes yeux, c'est surtout le capteur qui est important. Donc d'avoir un capteur full frame ou autre pour la qualité d'image qui est primordial. Et à partir du moment où on a un capteur full frame, est-ce que le miroir a encore réellement un intérêt ? C'est une pièce mécanique qui, en plus de ça, va s'user. Et, on parle souvent d'appareils qui ont déclenché un certain nombre de fois. C'est parce que le miroir va s'enclencher aussi, etc. Donc il y a peut-être plus d'intérêt réellement, ou alors je me trompe, il y a peut-être quand même des professionnels qui vont regretter ça. Peut-être qu'il y en a qui préféreront, qui continuent à avoir une aversion au viseur tel qu'il existe aujourd'hui, qui est en fait un écran vidéo maintenant. Auparavant, voilà, c'est ça. Et donc toute la question est là. Il y en a qui préféreront toujours pouvoir voir directement à travers l'objectif et faire sa mise au point à travers l'objectif, et d'autres qui se contenteront entre guillemets de la visée actuelle. Voilà, c'est ces deux écoles, et effectivement, mais je pense qu'il y a quand même une grande majorité de gens maintenant, et c'est une question de génération, qui ont évolué avec des appareils hybrides et qui continueront avec des appareils hybrides, parce que pour eux, ça ne se justifie absolument pas, le coût du réflexe ne se justifie absolument pas. Donc quand je dis coût, attention, on a dans les gammes, dans le haut de gamme, on a des appareils très coûteux en hybride également, en full frame comme tu disais, en plein format, avec les objectifs qui vont avec voilà. Donc je pense que pour le grand public, ce sera toujours le smartphone qui sera le meilleur appareil photo, parce que c'est celui qui est dans la poche de chacun aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui veulent vraiment faire un peu de photos touristiques, et là il y a effectivement des appareils, il y a une autre gamme qui existe. Et puis ceux qui sont passionnés de photos jusqu'aux professionnels, qui seront sans doute assez satisfaits de la gamme actuelle. Pour faire de la photo artistique ou avoir cette possibilité de pouvoir aussi bien filmer que faire de la photo sans changer d'appareil, sans changer d'objectif. C'est aussi sans doute un avantage. Voilà, en substance,
sans doute ce que te dirait Benoît, mais il le dirait beaucoup mieux que moi, sûrement. David, je sais pas, fais pas beaucoup de photos, David, ou si, ou non, ou photographe? Ah ouais, j'ai un réflexe, j'ai un EOS 50D. Oui. Qui est un petit peu vieux, oui. Il prend la poussière. C'est un petit vieux, c'est ça. Non, il est un petit peu vieux, voilà. Ouais. Mais en effet, moi, ça me pose pas de problème de voir que ce mécanisme de visée à travers donc le prisme et les miroirs disparaissent, parce que ça n'a absolument aucune influence sur la qualité de prise de photo, parce que comme Xavier le disait, c'est le senseur qui est important et l'optique. Et ici, je pense qu'ils vont garder la compatibilité avec tous les objectifs, parce que ça serait se tirer une balle dans le pied. D'autant que les objectifs d'il y a 20 ans sont toujours compatibles avec les appareils d'aujourd'hui. Moi, ce que j'ai noté dans l'évolution des appareils photo numériques, et y compris mon EOS 50D qui avait déjà également un écran pour faire la visée si on le voulait via l'écran, en plus du réflexe, c'est que ces écrans à l'époque avaient une très basse résolution, il n'y avait pas une bonne luminosité au soleil et un mauvais rendu des couleurs et pas des bons angles. Les écrans aujourd'hui ont vachement évolué, on a des écrans micro AMOLED en super haute résolution qui peuvent, on peut avoir un viseur qui virtuellement a une qualité très proche de ce qu'on aurait eu en visée directe. Avec des informations supplémentaires, comme en vidéo d'ailleurs, comme le zébra par exemple, pour indiquer les zones qui sont brûlées ou en surexposition et des choses comme ça. Par exemple, on pourrait en parler des heures évidemment de photographie, vous nous connaissez quand même un peu, donc on va peut-être pas non plus en faire des louches, mais Xavier avait encore un truc à dire. Je voudrais juste faire coucou aux Cubains qui travaillent à l'aéroport à Cuba pour faire les valises et qui m'a échangé mon premier réflexe numérique, un EOS 300D par une noix de coco. Salut les gars. C'était mon voyage de noces en plus, c'est sympa. Ah, c'était sympa, effectivement. Ceci étant dit, ça va pas s'arrêter d'un coup sec. Pour conclure, je vous renvoie vers les articles qu'on vous a mis en description. Hein, toujours, on met les liens vers nos sources en description. Ils vont continuer sans doute à produire. Tu parlais du 300 de l'EOS 300, qui porte différents noms en fonction des continents sur lesquels on se trouve d'ailleurs. Apparemment, ils vont continuer à produire encore un peu ce type de réflexe dans l'avenir, mais ce sera plus ce sera plus des têtes de gondole et donc ça va finir dans le courant 2022-2023 et on en parlera forcément de moins en moins. Voilà, il y a toute la gamme R aujourd'hui, hein, R2, R3, bientôt le R1 si je ne dis pas de bêtises chez Canon qui sont là aussi. Les optiques, tu faisais bien de le signaler, on va conclure là-dessus David. Si vous avez besoin d'optiques, vous pouvez même des fois aller sur certaines brocantes un peu spécialisées en photo pour vous acheter des vieilles optiques pas très chères du temps de l'argentique, et les bagues de conversion elles existent et donc vous risquez pas de vous tromper beaucoup parce que souvent les optiques qu'on achète comme ça sur le côté je vois ce que je veux dire, hein, sur les e-shops comme ça, on les fait pas payer très très cher et ça peut des fois donner des rendus intéressants, un peu artistiques qui sortent de l'ordinaire. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. G comme GPU, c'est David qui va s'y coller cette fois-ci. On va parler de ce qui est potentiellement une très mauvaise nouvelle pour les gamers. Vous le savez, les cartes graphiques ont un intérêt pour ceux qui font du minage de crypto-monnaies. On était un petit peu tranquille parce que manifestement ça se passait plutôt bien, hein. On avait dit par rapport à Nvidia, David, que finalement c'était plus difficile maintenant de crypter de miner des crypto-monnaies avec du matériel Nvidia. Il y a une parade. Ils ont trouvé la solution pour récupérer ces cartes graphiques. Et donc les prix vont monter. C'était évident. En effet, donc c'est une mauvaise nouvelle pour les gamers. Ils devaient s'y attendre. De toute façon, même en dehors de ça, le prix des cartes graphiques est toujours au 1er janvier 2022 à peu près le triple de ce qu'il était le 1er janvier 2021 pour les mêmes cartes. Toutes les tentatives de Nvidia de brider leur GPU en mettant en place le système LHR, donc c'est
limited hashing rate. Donc c'est au niveau hardware et firmware avoir un limitateur de puissance de calcul quand on fait du mining. Donc c'est intelligent, ça se rend compte que toi tu ne joues pas, donc tu es en train d'essayer de faire du mining, donc le GPU va fonctionner à demi-vitesse. Voilà. Ouais. Ça, c'était ce qui a été mis en place pour essayer d'augmenter la disponibilité des cartes graphiques pour les gamers, qui est quand même le premier marché qui est prévu pour ce genre de matériel. Et bien là, voilà, une nouvelle parade, c'est ça concerne pas toutes les cartes graphiques, ça concerne la GeForce RTX 3080 Ti, donc Titanium, qui est une carte très puissante et qui est en fait aussi puissante que la 3090 qui était sortie avant et qui était beaucoup plus chère. Et en fait, l'astuce, c'est tout simplement de flasher le BIOS de la carte de la 3080 Ti par le BIOS d'une RTX 3090. C'est ça qu'on appelle le cross-flashing. Ça veut dire de flasher un BIOS qui est censé être pour une autre carte, étant donné que c'est des GPU qui sont quasi identiques, ça semble très bien marcher et ça double les performances de mining. Donc la 3080 Ti cross-flashée devient aussi performante en mining qu'une 3090. Enfin, quasiment. C'est ballot, mais ce qui veut dire que les 3090 n'avaient pas cette restriction software qu'avait la 3080 Ti, ou c'est le fait d'utiliser ce BIOS-là sur une autre carte qui fait que, à un moment donné, la fonction se perd? Les 3090 qui étaient sortis en fait tout au début. Au tout début, il y a les 3090, les 3080 et les 3070 qui sont sortis. Les 3090 étaient le monstre qui était placé sur la vitrine technologique, qui a d'ailleurs, il y a eu des petits problèmes avec des condensateurs qui n'étaient pas aux normes, parce que les fabricants de cartes avaient eu une certaine liberté entre plusieurs configurations de condensateurs pour le GPU. Il y a eu quelques petits soucis, mais c'était un monstre de performance qui était très cher, qui était très performant, et Nvidia fait ça en général. Ils sortent la première génération de cartes et puis ils sortent les générations quelque chose qui est plus bon marché et performante. Donc ça a été les 3060 qui sont sortis par après, et ils sortent les versions TI qui sont des versions plus performantes, moins chères, une fois que la première vague est passée. Avec plus de RAM aussi, je pense, sur les TI, me semble-t-il. Avec plus de RAM. La 3080 Ti, je ne suis pas certain. La 3090 avait plus de RAM, je pense, si je ne me trompe pas. D'accord. Mais la 3090 c'était un monstre technologique. Mais les 3080 Ti, qui en fait étaient censées sortir beaucoup moins cher, mais étant donné que les prix ont triplé, elles sont sorties 2 fois plus cher que les 3090 quand elles sont sorties au début. Mais bon, relativement, c'était quand même censé être moins cher. Sont en fait au même niveau de performance, tout en consommant moins d'électricité et entre gros guillemets coûte moins cher. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut mettre des guillemets. Alors, on ne sait plus très bien si c'est à cause du mining ou à cause de la pénurie de composants, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Les prix ont explosé. Quelqu'un faisait d'ailleurs la remarque en commentaire d'un sujet. Je pense que c'est d'ailleurs toi qui nous en avais parlé, d'une carte chinoise. J'avais parlé de ça la semaine passée. Quelqu'un disait chouette, enfin des cartes graphiques. Ouais. Il faut bien écouter le sujet, parce que c'est pas non plus, c'est pas comparable technologiquement. Donc voilà. Je sais pas si ça en touche une sans toucher l'autre à Xavier. Je parlais des jambes, évidemment. Non, mais c'est une news qui ne m'étonne pas trop, parce que clairement, je me doutais bien que ça devait être une limitation logicielle plus que matérielle.
et ce serait pas étonnant qu'on parlait de la différence entre la 1080 et la 90. Ce serait pas étonnant que ce soit finalement juste le firmware qui change dans des cartes comme ça, ou à peu de choses près. Donc voilà, je suis pas étonné et ça me fait un petit peu sourire. Voilà. Oui, c'est ça. Un partout, balle au centre. Il va falloir relancer. C'est une course perpétuelle. Hein, ouais. Exactement. On va prendre un petit peu de hauteur, toujours avec David. On va parler de la lettre M. Alors, la lettre M, non, on va parler de Mars. Il serait possible, il faut être au conditionnel tout de même, de terraformer Mars, c'est-à-dire donner à cette planète rouge les propriétés d'une planète bleue. C'est en tout cas ce que pense un des pontes de la NASA, qui a passé plus une quarantaine d'années, je pense, à la NASA dans différentes fonctions, et dont c'est la spécialité, justement, les planètes, David. C'est bien ça. Donc c'est James Lower Green, qui est un planétologue qui a travaillé pendant 40 ans, comme tu le mentionnais, à la NASA, qui a occupé le poste de directeur de la division de sciences planétaires, qui a dévoilé ce projet très 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 intéressant de terraformage. Terraformage, oui, c'est bien ça. Ou de terraformation. De la planète Mars. Oui, terraformation. C'est quelque chose qui m'a fort intéressé parce que j'avais déjà, moi je suis assez fan de tout ce qui est astronomie depuis que je suis enfant. Je suis soit d'assez près et la terraformation de Mars est quand même quelque chose qui revient toujours depuis toujours, qui a fait l'objet de pas mal de films. Donc, allez, j'ai un peu le nom. Ah oui, oui. Oui, sur Mars, par exemple. Oui, des choses comme. Oui, Seul sur Mars, par exemple, c'était un bel exemple. Mais il y en avait d'autres. Oui, avec Arnold Schwarzenegger. Oui, il était bête celui-là. J'ai perdu le nom. Moi, je me souviens de la fille qui avait 3. Bon, voilà. Ah oui, c'est ça. Oui. Et qui en a toujours 3 dans la nouvelle version aussi. Elle en avait. Il en a rêvé. Hein. Oui, c'est ça. Comme si t'avais 3 mains. Bon, allez, c'est l'image qu'on retient. Bon, voilà. Mais bon, c'était déjà de la terraformation. Et en fait, bon, tous ces films et toutes ces théories-là se heurtaient quand même à un gros problème, c'est que on a l'impression, Mars, il faudrait qu'il y ait de l'air. Il y a une atmosphère qui est très réduite. Il y a beaucoup de dioxyde de carbone et très peu d'oxygène. Donc voilà, ça a l'air tout simple. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, le gros problème de Mars, c'est que Mars n'a pas de magnétosphère. Donc la magnétosphère, c'est ce qui, sur Terre, nous protège des rayons cosmiques et qui empêche que l'atmosphère soit littéralement poncée par le vent solaire et détruite. Et en fait, ici, ce projet viserait à créer une magnétosphère autour de Mars et, on va dire, créer une magnétosphère autour d'une planète. C'est quand même quelque chose qui est assez dingue. Ambitieux. D'autant que sur Terre... Oui, d'autant que sur Terre, ça dépend du noyau interne et du noyau externe qui sont en rotation l'un par rapport à l'autre et qui créent justement ce champ magnétique qui nous protège. Mais apparemment, il y aurait moyen de créer une sorte d'anneau magnétique autour de Mars qui pourrait être créé, entre autres, à partir d'une de ces lunes. Donc Phobos et Deimos, les 2 lunes de Mars qui sont en fait très probablement des astéroïdes qui auraient été captés par Mars. Et donc l'article est assez poussé et on pourrait faire un épisode entier sur le sujet, mais c'est extrêmement intéressant et moi mon avis c'est qu'ici on a réellement quelque chose qui est possible.
C'était pour pas mourir bête, c'était Total Recall, le film dont tu parlais. Total Recall, c'est bien ça. C'est le cas de le dire, Total Recall, et je m'en recollais pas. Voilà, c'est ça. C'est voilà, juste pour parce que sinon on va nous dire. Je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a laissé en commentaire avant même la fin de ce sujet. Total Recall parce qu'ils sont taqués les mecs. Et donc voilà, mais voilà, on a remis le doigt dessus. C'était juste pour se faire un petit peu une image de ce que pouvait être une planète Mars terraformée. Voilà, c'est juste ça qui t'avait fait penser à ce film. Mais il y en a d'autres. C'est passionnant, effectivement. Je sais pas ce qu'en pense Xavier, mais c'est l'imaginaire n'a pas de limite. J'ai envie de dire. Moi, j'adore. Je suis aussi un passionné de tout ça, mais je suis encore étonné parce qu'en fait, on trouve encore autant d'avis que de scientifiques sur cette question-là. Il y a des gens qui disent c'est pas possible. Au bout de 2 ans, les personnes vont mourir si elles sont sur Mars, et puis d'autres qui disent non, c'est tout à fait possible. Donc voilà, je pense que l'avenir va nous réserver encore de belles surprises. Je plains quand même les tout premiers à se rendre sur Mars, et ce serait, d'après ce qu'Elon Musk prétend, ce sera dans pas si longtemps que ça. Voilà. Et l'heure. Les prochaines années vont être intéressantes. Oui, il y a des chances. Allez, un autre film avec terraformation, mais une terraformation ratée, et je n'ai pas le nom du film. Là, pas tout de suite, mais j'irai voir après. Mais vous le mettrez en commentaire de ce podcast sur lestechno.be ou sur la plateforme de podcast ou sur YouTube si vous le voulez. C'est un film dans lequel il y a une histoire d'algues et il faut vite quitter la planète parce que cette algue a tendance à tuer, à créer de l'oxygène, mais aussi à brûler et à tuer les êtres humains. Il y a un drone aussi dans cette histoire. Il y a un ancien satellite soviétique, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, je vous donne quelques indices comme ça, mais mes idées moi-même sont floues, donc je suis désolé. Donc, mais si vous avez une idée de ce à quoi je pense, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Vous serez très fort. La mer Noire. Non, je sais pas. je ne sais plus, en fait. C'est pas grave. On est à la lettre M comme Microsoft. Je recherche ma conduite. Microsoft. Ah bah oui, le bug de MS Exchange, serveur de messagerie. C'est Xavier qui nous en parle. Je dis pas de bêtises. Oui. On va parler de ce truc-là. C'est le bug de l'année 2022. Voilà, c'est pas le bug de l'an 2000, mais presque. C'est juste 22 ans plus tard pour les serveurs Exchange. En fait, c'est un bug qu'on peut comparer à celui de l'an 2000 puisque c'est lié à une transition de date. Et ça concerne ici les serveurs Exchange. Donc les serveurs Exchange, ce sont les serveurs de Microsoft qui gèrent la messagerie Outlook, notamment, donc qui gèrent tous les emails, etc. en entreprise ou même pour les particuliers qui utilisent Microsoft Outlook, Hotmail, etc. C'est un bug qui a été déclenché le 1er janvier à minuit pile, donc c'est vraiment la transition de date qui a posé un souci et qui empêchait l'envoi et la réception des messages, donc les mails, depuis les serveurs 2016 et 2019, donc Exchange 2016 et 2019. Le problème qui s'est posé, c'est qu'un serveur, le système anti-malware, donc le système qui filtre et qui analyse les messages avant de les délivrer ou de les transférer, n'était plus capable de vérifier la date à cause du changement d'année, et du coup le service d'analyse s'est crashé, et tous les messages de tous ces serveurs 2016 et 2019 restaient donc bloqués dans la file d'envoi ou de réception, parce qu'ils étaient en attente d'analyse avant de pouvoir poursuivre leur route. Donc le problème a été depuis résolu via soit un script automatisé, soit via une procédure manuelle qui est du coup un peu plus longue à suivre. Et donc voilà, c'est un bug qui a quand même touché pas mal de monde, même si j'imagine qu'il y a quand même un peu moins d'impact qu'à un autre moment de l'année, puisque c'est la période où il y a beaucoup de monde qui est en congé, mais ça reste certainement des millions ou sans doute des millions de mails qui ont été retardés fortement suite à cette tu dis c'est une période de vacances, mais c'est période de vœux aussi, donc il y a la période de vœux aussi, oui, tout à fait. Ouais, donc ça fait je pense qu'au niveau trafic, on n'est pas en reste sur cette période entre deux années. Ça peut être un peu moins critique quand même alors.
Oui, enfin c'est ça. Pas pour tout le monde, hein, je réserve évidemment. Quand on sait que c'est quoi, c'est plus de 80% du trafic de mails, ce n'est que du spam et autres, ou à peu près. Hein. Ça a vu de nez. Ils ont vendu moins de pilules bleues. Ils ont vendu moins de pilules bleues, ça doit être ça, oui. Mais et mon héritage est toujours bloqué. Ah, caramba, encore raté. Oui, bon, ben voilà, c'est un bug. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait bien que ça arrive un jour. Hein. Il y en a eu des pires que ça. Cette année, l'année 2021, on a eu une belle collection, il faut le reconnaître. Celui-ci ouvre l'année, on va dire. Mais ce qui est comique, c'est que c'est au passage de l'année, et donc voilà. Oui, c'est ça. C'est un avis de l'ordinaire. Un avis de David rapidement ou pas? C'est pas obligé. Non. Bon, je peux pas en rajouter. Un bug, c'est un bug. Un bug, c'est un bug. C'est un bug mort. Un bon bug est un bug mort. On peut en faire comme ça beaucoup. Hein. Bug qui roule, n'amasse pas mousse. Je ne sais pas quel film. Ça vient de quel film, ça? Quoi, ça? Donc, un bug est un bug mort? Un bon bug est un bug mort. Ah, ça, je ne sais pas, non. Si vous connaissez ce film, n'hésitez pas à nous mettre son titre en commentaire. Hein, c'est ce nouveau jeu qu'on lance. Découvre le film. Ça commence par S, voilà, petit indice. Voilà, bon, ça nous avance beaucoup. Tiens, à propos de lettres. La lettre O comme Oculus. On a déjà parlé longuement de VR, de casque VR, de métavers, de plus en plus, évidemment. Et ce sera certainement l'un des mots à la mode durant cette année 2022 et voire peut-être même l'année à venir. Il y a eu des fuites concernant les spécifications des appareils VR, Oculus Quest 3 et Oculus Quest Pro. Pas facile à dire, ça. C'est pas mal. Hein. Ce mec au marketing qui a imaginé ça... ça devait pas être en francophone. Quoi qu'il, David, que peut-on dire de ces rumeurs? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Voilà, tout d'abord, en fait, ça aurait été mieux d'être à la lettre M, mais comme la lettre M était fort occupée, j'ai gardé O comme Oculus, parce que maintenant c'est Meta qu'il faut appeler ces casques-là. Étant donné que Oculus a été repris par Facebook et Facebook est devenu Meta, donc ça va s'appeler le Meta Quest. Ok. C'est facile. On dirait un nom de jeu plutôt que de casque, je trouve. Ouais. Voilà, donc. Moi, jeu de mots. Mais t'as quoi? Je cherchais une contrepétrie, mais il y en a pas. Voilà. Et donc, à l'instar des spécifications qui sont sorties au CES pour le casque PlayStation VR2, de manière moins officielle, il y a eu un leak sur les informations de ces nouveaux casques Quest 3 et Quest Pro. Qui sont étayés d'ailleurs de détails sur les dalles qui vont être utilisées pour les écrans, donc des dalles mini LED et micro LED que je mentionnais d'ailleurs pour les réflexes, parce que j'ai vu très récemment un article sur un écran VR très très haut de gamme, le style qui coûte 7-8 000 euros, et qui est justement équipé de ces dalles micro LED et qui apparemment sont bluffantes en question qualité. Et donc voilà, on a des informations techniques, y compris les sociétés qui vont fabriquer ces écrans, comme par exemple les mini-LED vont être fabriqués par Sharp et par GDI. On sait que c'est des résolutions de 2160 pixels x 2160 par œil. Ce qui veut dire qu'on est en train de parler à l'équivalent de 4 millions de pixels par œil. C'est pas le double de ce qu'on a aujourd'hui sur le Quest 2, mais commence vraiment à parler de quelque chose qui se rapproche d'une immersion. Oui.
La définition captable par notre œil, quoi. Le mien, en l'occurrence, fait pas la différence entre 100 pixels et 2 millions. Ça dépend un petit peu de la nature du flou de ton œil, quoi. Hein. C'est-à-dire, tu portes des lunettes comme moi, donc là aussi, il y aura peut-être des trucs à améliorer côté casque VR, si on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui. La définition, c'est évidemment important aussi pour le repos de l'œil, hein, pour justement le taux de rafraîchissement, tout ça fait un tout. On va pas vous réexpliquer ça ici. Ce n'est pas encore le cas ici pour ces casques-ci, mais ce qui se fait dans le top du top qui se fait et qui est ce qui annonce le futur, c'est des écrans en fait double écran, donc un écran micro-LED à ultra haute résolution qui est dans le centre, là où on a la vision centrale qui est la plus importante, et un écran de résolution plus faible mais plus large autour. Et c'est en fait la manière dont l'œil fonctionne. Ouais. On a une densité de bâtonnets qui est nettement plus élevée dans notre centre de vision. Bon, là je m'éloigne un peu du sujet. Enfin, c'est le pas vraiment, sujet, non, c'est le sujet. C'est vrai que c'est intéressant, la vision périphérique, on s'en rend pas compte comme ça au quotidien, mais quand on analyse sa vision, effectivement, c'est aussi dû à ça que quand on roule à grande vitesse, par exemple, le champ de vision a tendance à rétrécir, parce que effectivement, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a autour de notre vision périphérique, et donc du coup, c'est comme si c'était flou, mais c'est plus que flou quelque part. C'est au centre que ça se passe. C'est pour résumer. Oui, tout à fait. Mais bon, pour clarifier, ce que je parlais ici avec les doubles écrans, ce n'est pas le MetaQuest 3 ni MetaQuest Pro. C'est probablement encore plus tard pour le grand public, parce que c'est la technologie qui est difficilement abordable par Monsieur Tout-le-Monde, et probablement qu'il sera toujours dans 2-3 ans, parce que ici on parle d'une sortie de ces casques-là. Probablement fin 2022, et on dit plutôt fin 2023 pour le Quest 3. Le Quest Pro fin 2022 et le Quest 3 fin 2023. Ce qui veut dire que on n'aura pas entre nos mains avant 2 ans. D'accord. Au minimum. Ouais. Voilà. Enfin bon. Également, les technologies de lentilles vont aussi s'améliorer, parce que les lentilles précédentes étaient des lentilles Fresnel. Les lentilles Fresnel, c'est les lentilles en fait qui ont tous les cercles concentriques. C'est un type de lentille, mais qui fait que quand on regarde un peu sur le côté, on doit vraiment être bien aligné, on doit bien mettre le casque. Oui, qui a tendance à concentrer la lumière. Qui a tendance à concentrer la lumière. Lentille Fresnel, on a tous vu ça. C'est par exemple dans les phares le long de la côte, on utilise des lentilles Fresnel pour condenser le rayon lumineux. On utilise la même technologie qui a fait ses preuves aussi dans ce type de lentilles pour des appareils de ce type-là. Oui. Voilà. Et donc ici, ils vont utiliser des nouvelles lentilles qu'ils appellent Pancake 2P. Je n'ai pas trouvé l'information détaillée. C'est un leak, donc c'est tout frais, tout chaud. Et étant donné que c'est un leak, il n'y a pas non plus de garantie que les choses vont pas changer d'ici la sortie des casques. Oui. Mais en tout cas, voilà, la VR a fait un gros pas en avant ces derniers mois. Affaire à suivre. Et, moi personnellement, j'en suis assez fan, donc voilà. Oui, j'imagine, mais j'attends que ce soit. Enfin, phrase déjà entendue 1000 fois ces 2 dernières années. Je trouve qu'on manque de recul. J'essaierai plus tard. Mais pourquoi pas, effectivement, tout ça évolue. Et j'ai peur, moi, d'être déçu et de me dire, tiens, il y a déjà un nouveau modèle qui va sortir la semaine suivante ou le mois suivant, parce que c'est quand même coûteux, hein, il faut le reconnaître. Là, avec les fuites, je lisais en diagonale les articles que tu nous as épinglés, ça permettrait quand même de mettre le Quest 3 un peu à la portée de plus grand nombre de personnes, avec quelque part peut-être un casque qui sera plus accessible aussi technologiquement, même si le coût reste élevé, mais en tout cas qui est quelque chose, voilà, que ce soit, parce que c'est ça aussi le problème à l'heure actuelle, c'est ce casque qui est très lourd, très, très massif, même si ça s'est déjà amélioré, et il y a des progrès à faire de ce côté-là aussi pour aller chercher du monde, quoi. Tout à fait. Voilà. Il y a toujours cette petite latence avec la Thaïlande. Hein. Vous avez remarqué, c'est toujours.
c'est la preuve aussi qu'on enregistre dans les conditions du direct. Normalement, il faudrait s'amuser à aller couper les petits blancs qu'il y a à chaque fois. Et ça prendrait la nuit. Donc on va pas le faire et on va passer à la suite. On est à la lettre S comme Samsung, Xavier. Samsung qui a présenté une nouvelle télécommande. Waouh, super. Ça t'emballe, hein. Oh, chouette alors. Alors, moi j'ai quand même trouvé que ça valait la peine d'en parler, parce que c'est cette télécommande qui a été présentée au CES de 2022. C'est une télécommande qui s'appelle SolarCell et qui capte les ondes radio pour s'alimenter. Alors ce serait la première télécommande qui pourrait se recharger grâce notamment à votre routeur sans fil. Et en gros, c'est une nouvelle version de la télécommande solaire qui avait été présentée au CES l'année passée, qui s'appelait l'Eco Remote et qui permettait d'être rechargée par la lumière. Mais ici, elle va capter les signaux RF, donc radiofréquence, pour se recharger constamment. Donc elle se recharge par la lumière et par les ondes radio. Alors cette technologie, elle n'est pas nouvelle. D'ailleurs, nous, dans ma société, on utilise quelque chose un petit peu similaire, pas avec les ondes radio, mais d'autres technologies. Donc il y a des technologies qui permettent de récupérer, c'est faire de l'énergie harvesting, on appelle ça, donc récupérer de l'énergie à partir de sources qui nous entourent, de sources d'énergie qui nous entourent. Mais c'est la première fois que c'est exploité pour une solution grand public avec les ondes radio. Et je trouve ça assez sympa de ne plus avoir de fil pour un chargeur, de plus devoir changer les piles ou d'avoir la batterie rechargeable qui perd en autonomie, parce que voilà, moi j'ai encore une vieille télécommande Harmony universelle où j'ai déjà changé la batterie 2 fois parce que cette batterie, au bout d'un moment, à force d'être rechargée en permanence, elle a cet effet mémoire et donc l'autonomie finit par se réduire fortement. Ici, c'est pas le cas puisqu'en fait, on utilise l'énergie, elle est stockée dans un condensateur. Donc, c'est pas un stockage chimique comme pour les piles, mais c'est un stockage plutôt physique. On va stocker l'électricité statique, un petit peu comme de l'électricité statique. C'est pas de l'électricité statique, mais c'est un peu le même principe. Et ça peut fonctionner à une 40aine de mètres sans obstacle. Donc, ça n'a pas besoin d'être très proche ou contre un chargeur, comme les chargeurs QI, par exemple, qui sont des chargeurs sans fil aussi. Ce sera livré avec tous les téléviseurs QLED de la marque en 4K et en 8K de 2022, et je trouve que c'est une petite innovation sympa pour un appareil de tous les jours finalement. Et donc, quand ta télécommande est en panne, parce que t'arrives plus à zapper, par exemple, tu fais quoi? Tu la déposes sur ton routeur Alors, l'idée, c'est que normalement, elle est plus censée tomber en panne, mais donc, effectivement, si tu la poses à proximité de ton routeur quand tu l'utilises plus, tu ne devrais plus avoir besoin de la recharger autrement. Et puis tu peux en plus la recharger en la déposant sous une petite lumière si besoin. Donc tu sauras toujours l'utiliser rapidement si besoin. Moi je vois il y a deux choses pour moi importantes dans cette info. C'est que d'abord on arrive à fabriquer des télécommandes qui sont peu énergivores. Je rappelle quand même que la majorité de nos télécommandes ont 2 piles crayons ou 2 piles AAA, donc les petites d'1,5 volt. En général, on tient longtemps avec ces piles-là, mais quand même, ça, voilà. Avant, c'était les vraies piles crayons, tu changeais tes piles tous les 6 mois. Enfin, tout dépendait de ce que tu utilises, ce que tu faisais avec ta télécommande, mais voilà. Donc, peu énergivore d'une part, et d'autre part, parce que peu énergivore, on peut aller chercher de l'énergie, comme tu le disais, ailleurs, dans d'autres sources d'énergie. Je pense que tu pensais à la chaleur, par exemple, qui peut produire de l'énergie. C'est ce qu'on utilise, nous, dans nos vannes. Voilà. En fait, le solaire, la lumière peut être convertie en énergie électrique. Idem pour effectivement les signaux RF. Tout est bon. Dès le moment où t'as pas une grosse consommation à assumer, finalement c'est une aubaine quoi, quelque part technologique. Ce sont des toutes petites vibrations finalement. Oui, c'est ça. C'est une aubaine technologique qui permet de gagner en autonomie sur des petits objets comme celui-là. Ça se justifie. Donc ce que moi je retiens en tout cas, c'est pas de piles, moins de déchets.
C'est aussi ça qu'il faut. Oui, c'est pratique, quoi. Je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Juste 2 mots, et puis après on va avancer. Tu le disais, une news qui est apparue au CS. Samsung très agressif sur la communication. J'ai reçu plein de mails et je remercie l'attaché de presse de Samsung Belgique de m'avoir spammé ma boîte avec plein d'infos plus intéressantes les unes que les autres. Mais on attendra que la presse s'en fasse l'écho, puisque vous le savez, les Technos c'est une revue de presse. Nous, on va pas chercher l'information, et donc on verra un petit peu, on jugera sur pièce, on relira bien attentivement évidemment l'aspect factuel de tout ça dans les communiqués de presse. Mais je dis Samsung, mais Sony a également lancé des annonces, enfin tous ont lancé des annonces, ou presque. Manifestement, cette édition du CES, beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions, mais pour le retour au présentiel serait quand même une belle opportunité pour certaines marques qui rongeaient un peu leurs freins depuis 2 ans. Oui. Je crois que c'est Google qui est un peu plus absent. Hein. Oui, il y a il y en a quelques-uns qui boudent clairement Las Vegas, et donc mais ça on en reparlera sans doute la semaine prochaine. On fera un petit peu le bilan de ça quand on aura vu un petit peu ce qu'ont rapporté nos amis chroniqueurs, d'autres podcasteurs, autres éditeurs de contenu et les journalistes évidemment de ce qu'ils en ont retenu. Nous, c'est ça qui nous intéresse quelque part, parce que ils font le premier tri et puis nous après on pioche dedans comme on a l'habitude de le dire. Mais on va encore en parler dans le bonus. Oui, on peut parler encore on parlera juste une petite aparté. Dans le bonus, il sera encore question de quelques sujets issus du CES. Mais on n'y est pas encore. On arrive au bout de cet épisode 335 avec David. David, on va parler de Sony qui vont lancer, qui lance manifestement une automobile après la photo, les appareils photo, la PS5, après les téléviseurs, etc. La voiture, quoi. Bizarre. Voilà, Sony se met au véhicule électrique, donc voilà. Merci, au revoir. On fait des consoles de jeux, on fait des TV, on fait un peu de tout, et puis maintenant, tout d'un coup, ils se décident, voilà, on fait des voitures. Donc ici, on parle d'un SUV qui s'appelle le Vision S02, qui apparemment a déjà été testé depuis fin 2020 sur les autoroutes en Europe pour passer tous les critères de sécurité. C'est apparemment, ça a été annoncé, donc il n'y a pas encore beaucoup d'informations. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé énormément d'informations, mais je vais suivre ça parce que c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est une machine. Oui, une voiture qui est bourrée de capteurs. On parle de 40 capteurs internes et externes. On parle d'une interface humain-machine avancée. Ce n'était pas dans tous les articles, mais apparemment, ça va bien avoir la capacité de conduite autonome. J'imagine avec tous les guillemets autour, comme pour Tesla, pour la sécurité, jusqu'à ce que la technologie soit prouvée étant 100% safe. Et évidemment, tout ce qui est technologique, ordinateur, écran, connectivité, Wi-Fi, 5G, et tout ce qu'on veut. Et micro-ondes et télécommandes peut-être aussi. Xavier parlait de télécommande et de Wi-Fi. J'avais envie de faire la blague. Elle charge peut-être plus vite quand on la met au micro-ondes, mais bon. Peut-être. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais on en est à l'annonce en marge du CES 2022 de ce véhicule. Est-ce qu'il va être commercialisé ? Est-ce que c'est un concept car ? Est-ce que ce sont de vraies ambitions de la part de Sony ? Est-ce qu'on en sait plus à ce niveau-là, ou est-ce que c'est un petit peu comme ça semble quand même être quelque chose de relativement sérieux, parce que le prototype qui s'appelait le Vision S01 avait déjà une plateforme cloud véhicule électrique qui a été développée, et ils disent que le Vision S02 qui est SUV
qui lui apparemment va être commercialisé, utilise cette même plateforme et ce même cloud de conduite électronique. D'accord. Donc ça semble quand même être quelque chose de sérieux. De sérieux, ok. Ouais. Un acteur de plus dans le L'intérieur monde. dans les concepts. Pardon, l'intérieur dans les concepts, là, il y a une vidéo qui présente un peu les deux véhicules et l'intérieur est quand même différent de Tesla, mais l'extérieur se rapproche très fort. Donc il y a deux modèles, l'extérieur se rapproche très fort de la modèle S et du modèle X pour le deuxième. Hein. Donc il y a je pense que ça va vraiment vouloir concurrencer. Il n'y a pas de secret Tesla. Excuse-moi Xavier, mais de manière générale, en automobile, tu rajoutes, enfin souvent tu changes juste le sigle. Elles se ressemblent toutes aujourd'hui, les bagnoles. Il y a pas. Non, mais je dirais au niveau des courbes, au niveau du profil, ça ressemble. C'est un SUV. Voilà, c'est un SUV. Prends les voitures des années 60-70, tu verras que tu peux pas te tromper de modèle quand tu vois. Là, les lignes sont clairement différentes. Ici, elles se ressemblent toutes, il faut être honnête. Après, c'est la technologie qui est dedans qui va évoluer, c'est ça qui va compter. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un acteur qui est pas du tout attendu, comme d'autres, sur le marché de l'automobile. C'est intéressant, mais est-ce que c'est intéressant jusqu'à quel point? C'est ça la question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose au marché? Et est-ce qu'il y aura un Walkman dedans? Est-ce qu'il y aura un Walkman dedans? Ou un mini-disque? Sony, bien sûr. En fait, c'est un Walkman. En fait, c'est son vrai nom, c'est ça. C'est Walkman, mais avec des roues. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. On était à la lettre T pour conclure ce 335e épisode des Technos. La lettre T comme TikTok. TikTok qui arrive dans les salles d'attente, les restaurants, certains lieux publics sans doute, David. C'est le fruit d'une association entre le réseau social et une start-up. Voilà, TikTok donc a signé un partenariat avec la société qui s'appelle Atmosphère, que je ne connaissais pas avant, mais qui est apparemment une société qui gère tout ce qui est streaming TV sur écran public et dans les salles d'attente. Donc les écrans publicitaires qui sont par exemple, quand on attend le métro, quand on attend le train, voilà. Les aéroports, les avions. Et peut-être même chez son médecin, dans les aéroports, et peut-être même sur les écrans géants qui sont dans les rues. Il y en a peut-être moins chez vous en Europe qu'ici, mais ici, les écrans géants, c'est partout dans la rue. Et voilà. Et donc, le partenariat, c'est pour faire passer des vidéos TikTok sur ces plateformes. Avec le petit souci, c'est que en général, ces écrans-là n'ont pas de son. Enfin, pas tous en tout cas, et donc ça va être des clips qui sont spécifiquement regardables, sans dépendre de la musique derrière-fond. Voilà. C'est une petite nouvelle pour finir, et personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment de voir TikTok débarquer partout. Moi, je me tue à expliquer aux gens, vous voyez, ce sont des sujets que nos chroniqueurs ont aimés, ont appréciés, ont envie de partager avec vous, et lui, il débarque à dernier sujet. Écoutez, c'est un sujet dont je me fous, mais je vous en parle quand même. Ah oui, non, mais il faut parfois parler de ses ennemis. Oui. Il faut pas parler que des choses qu'on aime. Il faut parler des choses qu'on n'aime pas. Et j'avais parlé, je pense que c'était l'avant-dernier podcast que j'ai fait. J'avais parlé justement de l'algorithme de TikTok, qui entretenait les vices des gens et tout ça. Et donc TikTok, c'est quelque chose que je tiens à l'œil, mais que je n'aime pas personnellement. Je n'ai pas encore. Et voilà, ils mettent encore un peu plus le pied dans la vie des gens, et donc maintenant ils veulent s'imposer sur les écrans.
Pour avoir testé, moi j'ai testé pendant un peu plus de 6 mois, hein. Je pense que j'ai tenu pendant 6 mois avec l'application TikTok. Je sais à quel point ces petites vidéos complètement idiotes peuvent être addictives. J'imagine que, parce que je sais que dans certains restaurants, en tout cas fast-food aux États-Unis, la start-up dont on parlait diffuse déjà des vidéos quand tu es dans la file, en train d'attendre, tu peux regarder dans un coin de l'image, dans un coin de la pièce, il y a un téléviseur, il y a des télévisions partout, hein, dans ces lieux-là, donc je me demande comment les gens vont arriver à manger en regardant ces vidéos, parce que, enfin, voilà, je comprends pas bien l'intérêt de sortir du... Alors déjà, je comprends pas tout à fait l'intérêt de TikTok, hein, je dois être honnête avec tout le monde, mais le fait de sortir de son écosystème, tablette, application, smartphone, etc., ce que je pourrais encore éventuellement imaginer, de le mettre sur des écrans de télévision, ces contenus-là, c'est effarant, quoi. Voilà. Il faut savoir aussi que la société en question est spécialisée là-dedans, d'aller chercher du contenu qui ne lui appartient pas. Par exemple, ils utilisent déjà du contenu YouTube. Si ça se trouve, on est diffusé dans un restaurant aux États-Unis. On n'en sait rien. Voilà, tout est malsain dans cette histoire. Il y a un côté malsain dans ce truc. Une start-up qui se permet d'utiliser les contenus pour être diffusés dans des endroits qui sont pas attendus, sans le son en plus, donc tu déprécies aussi le contenu à certains égards. Enfin voilà, c'est effectivement, garde-le bien à l'œil, David. Ceux-ci vont nous embêter à terme, je le sens. Non, c'est ce bouton. Je voulais passer sur un bouton, c'est celui-là. Voilà. Puisqu'on est arrivé à la conclusion de cet épisode 335, merci à tous les deux, Xavier et David. On va revenir bien sûr pour un bonus, puisque vous le savez, il y a toujours un petit bonus. En plus, il y a des choses à dire. Ce sera lundi que sera diffusé le bonus. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux, différents réseaux sociaux. Je vais pas tous vous les citer, vous les connaissez. Il y a tout sauf TikTok. N'hésitez pas également à mettre des pouces si c'est sur YouTube, à des étoiles sur les applications de podcast. Laissez des commentaires sur les applications de podcast, ça nous aide bien aussi. Un petit coucou de temps en temps. On sait pas vous y répondre, mais ça fait toujours plaisir d'avoir l'avis des auditeurs en regard de nos contenus. Donc n'hésitez pas à vous manifester de manière générale. Encore une fois, parce que c'est comme ça, je vous souhaite une excellente année 2022 ainsi qu'à mes petits camarades. Et on se dit à très bientôt du coup. Hein, Salut les gars. J'arrive plus à leur... Ils sont muets, ils sont devenus muets tout d'un coup. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?